Voilà, donc le tour des interventions est maintenant terminé. On va demander au public si vous avez des questions. Peut-être que quelqu'un veut prendre la parole pour ouvrir le bal. Alors, de hurler. Merci infiniment pour vos interventions. J'aurais 3 questions en réaction aux interventions de Babacar Faye, de Keba Eliou, de Maria Mamaïga. Alors, en premier lieu, ce sont des questions. Vous prenez comme des questions. Babacar Faye, oui. Votre prémisse un peu problématique. Vous avez dit le français viendrait brouiller le repère des enfants qui ne maîtrisent pas les catégories grammaticales dans leur L1. Parce que cette langue n'a pas de réalité sociale en dehors du système scolaire. Ça marche? Je répète. Donc, Babacar Faye. J'ai un petit problème avec peut-être votre prémisse. Vous disiez que le français viendrait brouiller les repères des enfants qui ne maîtrisent pas les catégories grammaticales dans leur L1. Et vous avez argumenté en disant parce que cette langue n'a pas de réalité sociale en dehors du système scolaire. Vous avez ensuite parlé de langue du milieu. On enseigne la langue du milieu au Sénégal, celle qui a été standardisée. Pour moi, cette prémisse est un peu problématique dans la mesure où je trouve qu'elle repose, mais vous me direz, peut-être que j'ai mal compris, elle repose sur une vision que je trouve assez cloisonnante des langues, dans la mesure où les langues, maintenant, on le sait, ne sont plus des pièces de Lego, si vous voulez, qu'on empilerait les unes sur les autres et qui s'excluraient les unes les autres, L1, L2, L3. Une langue, l'apprentissage précoce d'une langue étrangère, comme le français l'est chez vous, ce n'est pas un enchaînement additif de langues, c'est une mobilisation de potentiel qui permet le transfert de savoir, de compétences métalinguistiques. Nous tournons, je crois, en plurilinguisme un peu le dos à cette vision cloisonnante des compétences, langue par langue. Ce serait le premier point. Ensuite, vous avez problématisé le plurilinguisme interne. Je ne sais pas exactement comment il se présente en Afrique, au Sénégal, mais chez nous aussi, nous avons du plurilinguisme interne qui pose problème dans la mesure où, si vous voulez, cela fait référence à la question entre langue de scolarisation, langue d'enseignement et de scolarisation d'une part, et accès au langage académique des apprentissages d'autre part. Dans le sens où, si vous voulez, dans toute langue, nous avons un plurilinguisme interne, et si l'on craint que les enfants ne disposent pas des moyens de communication adéquats, d'accord ? Souvent, ce n'est pas dû seulement à un déficit dans leur langue 1, mais c'est dû à un déficit dans l'ensemble du canon éducatif. Ce serait le deuxième point. Et ensuite, il me semble qu'il y a peut-être... On fait souvent la confusion, chez nous en Europe en tout cas, on fait cette confusion-là, entre langue de scolarisation justement et accès au langage académique des apprentissages. Moi je viens d'Allemagne, on appelle ça la Bildungssprache en Allemagne. On en fait beaucoup cas et on associe ça à l'apprentissage de la langue 1, la langue du pays, alors que ça n'a rien à voir, malheureusement. J'ai un problème avec votre prémisse aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle repose, me semble-t-il, sur l'hypothèse des seuils minimaux de compétences. Et ça me pose problème parce que je trouve qu'on devrait dépasser ça. Voilà, mais tout ça, ce sont des questions. Peut-être vous ai-je mal compris aussi. J'aurais une question également à Keba Eliou. Keba, pardon. Vous ai-je bien compris ? Vous avez parlé d'enseigner le français
sans l'adapter à chaque culture. Le français aurait été enseigné en Afrique sans qu'il ait été adapté, appliqué à chaque culture, à chaque langue véhiculaire, au Sénégal ou ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas là confusion entre plusieurs niveaux? L'adaptation au système éducatif qui n'a pas été fait par le colonisateur, et de l'autre côté, le code linguistique. Vous avez posé la question, quel français pour le Sénégal? Est-ce qu'on pourrait poser la question, quel allemand pour la France, quel allemand pour l'Italie, quel allemand pour le Sénégal, quel allemand pour la Grèce? Est-ce qu'il n'y a pas l'allemand pour... Est-ce qu'on pourrait retourner la question en disant quel Wolof pour le Cameroun, quel Wolof pour la France, quel Wolof pour la Grèce? Merci pour vos questions. On va laisser la parole peut-être à Babacar pour commencer. Merci. Alors, pour répondre à cette question-là, qui a plusieurs niveaux, par rapport au premier point d'abord, par rapport au brouillage, n'est-ce pas, de cet apprentissage-là, quand on expose à l'enfant une langue seconde, quand il n'a pas encore maîtrisé sa langue première. Et je l'ai dit, n'est-ce pas, dans mon exposé, le problème, ce n'est pas le bilinguisme précoce. Le problème n'est pas le bilinguisme précoce. Quand on expose à l'enfant, n'est-ce pas, plusieurs langues, peut-être qu'il peut apprendre en même temps, il n'y a pas de problème. Le problème ici, quand je parle de brouillage, c'est qu'à ce moment-là, l'enfant est en train de consolider sa grammaire, la grammaire dans sa langue, dans sa L1. C'est à ce moment-là qu'on introduit le français. Le problème, c'est pas l'introduction. Le problème, c'est qu'on introduit le français alors que cette langue, c'est pas une pratique continue. Si c'était une pratique continue, il n'y aurait pas de problème. Mais il y a une rupture en fait. Il y a que une petite dose en classe. En dehors de la classe, il n'y a pas d'existence de cette langue. Et l'enfant ne pratique pas la langue, n'est-ce pas, en dehors de la classe. Cette langue n'a pas d'existence sociale, n'est-ce pas? Je parle de l'enfant, je ne parle pas de l'adulte. Parce que le français est devenu une langue seconde au Sénégal, etc. Donc je ne parle pas de l'adulte. Je parle de l'enfant qui n'a pas encore même entendu un seul mot ou bien deux mots en français. On introduit une langue qui n'a pas une existence sociale pour lui. Pour les autres, oui, mais qui n'a pas une existence sociale et qui n'a pas encore maîtrisé la grammaire. La grammaire de sa langue est en train d'être fixée à 5 ans, 6 ans. On est en train de consolider sa langue première. C'est à ce moment-là qu'on introduit, n'est-ce pas, une langue seconde qui risque de brouiller. Le problème, ce n'est pas l'introduction, c'est comment faire. C'est ce comment, en fait, qui nous pose problème. Comment enseigner, en fait, ce plurilinguisme-là. Et donc, les gens sont en train de réfléchir, etc. Et donc, c'est pourquoi j'ai problématisé, n'est-ce pas, cette situation-là. Donc, c'est pas l'introduction de la langue, mais le contexte de cette introduction-là qui brouille un peu, n'est-ce pas, les apprentissages, n'est-ce pas. Maintenant, par rapport au deuxième point, par rapport au deuxième point, je ne sais pas ce que vous disiez par rapport au seuil minimum. Est-ce que vous pouvez préciser votre conception de seuil minimum de compétences? Parce que je ne pense pas... On va juste essayer d'être un peu rapide, parce qu'il y a peut-être d'autres questions. Juste préciser, et je réponds. Si elle précise, je réponds. Enfin, il me semble que dans votre réponse, il y a quand même encore la volonté de voir les langues comme étant quelque chose de cloisonnant, ou pas, où je me trompe? Non. Non, c'est pas du tout en cloisonnement. D'ailleurs, ma conclusion ouvre carrément quand je parlais de ma langue de l'autre, n'est-ce pas? Que ce soit le plurilinguisme interne ou bien le plurilinguisme externe. Non, je suis dans la diversité, dans l'universalité. C'est pourquoi j'ai parlé de ma langue de l'autre. Quand il s'agit du français, je ne parle pas du tout de ce cloisonnement. Je ne sais pas où est-ce que vous avez précisé. Merci Babacar. Je pense que pour les débats épistémologiques et autres, on a la chance de pouvoir voir ça à la pause de midi ou plus tard. Je vois d'autres questions, en fait. C'est pour ça que je me suis permise d'accélérer. Je dois répondre par rapport à ça. Oui, d'accord. Pardon, excuse-moi. Kéba. Voilà, donc Kéba, juste. je pense que je vais devoir intervenir. Voilà, très bien. Une question m'a été posée dans ce sens-là. Vraiment, je vous remercie pour cette question.
et c'est très gentil. Je crois que je l'ai déjà établi, je l'ai effleuré dans ma communication, tout en disant qu'il y a d'abord une insécurité de la part d'un Sénégalais qui ne parle pas bien le français. Et c'est pourquoi certains étaient en recul. Mais aujourd'hui, si les Sénégalais sont dans une dynamique de s'approprier de la langue française et de parler d'une sénégalisation du français, cela veut dire quoi? Un français qui va tenir en compte des réalités socio-culturelles du Sénégal. Parce qu'il y a certaines réalités sénégalaises, nous ne pouvons pas les exprimer en langue française. Et donc c'était déjà établi quand nous avons parlé de lingua franca. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on doit faire, c'est peut-être aller vers une défrancisation du français au Sénégal. Aller parler autant plus que d'une sénégalisation du français. Donc je pense que les dynamiques, les pratiques aujourd'hui prouvent en suffisance que le français est une langue du Sénégal, comme l'a déjà démontré pendant des années. Maintenant, ce qui pourrait poser problème, c'est quand un Sénégalais s'exprime en langue locale et vouloir transposer cette réalité sénégalaise en langue française, parfois, ça ne pose pas, avec surtout la prolifération des parlers des jeunes, comme des exemples. On peut donner autant d'exemples allant dans ce sens-là, mais pour un Français qui n'a pas la culture sénégalaise, qui ne fréquente pas ces jeunes-là, comment il pourrait comprendre ce discours, d'autant plus qu'on tend vers une mondialisation culturelle, une mondialisation linguistique autour de la langue française. Merci. Merci. Alors, oui, peut-être... Ah, pardon. Est-ce que le micro pourrait être donné? Oui, s'il vous plaît. Ouais. Non. On a encore 5 minutes. Hein. Oui, non, vraiment, je voulais remercier toutes les présentations qui ont été faites parce que c'est extrêmement passionnant. Et voir un peu par rapport à l'alsacien, justement, vous voyez que c'est un peu minoritaire dans la brochette, mais ça m'interpelle parce que je vois, par exemple, qu'il y a un retour de l'alsacien dans l'enseignement, dans l'école, hein, parce qu'on parle des langues enseignées à l'école, et que ça pourrait être aussi intéressant de voir cet retour aux langues, entre guillemets, oubliées ou d'héritage, qui n'ont pas été enseignées en Europe ou qui ont été bannies de l'école, comment elles reviennent justement, parce que c'est un patrimoine extrêmement précieux qu'on se rend compte qu'il est temps de récupérer. Hein, et bon, un peu ma question, c'était que je pense qu'on est toujours à l'école avec les gros problèmes de la langue standard. Et ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Moi, ça m'a coûté énormément. Je suis hispanophone, je suis arrivée très tardivement en France. Apprendre les français m'écoute, bon, je ne vous dis pas. Et bon, j'ai été quelque part dégagée de toutes ces problématiques quand j'ai vu une page de Miguel de Cervantes, hein, qui dans la même page, il écrit son nom, hein, preuve d'être illettré ou pas, une fois avec un B et une fois avec un V. Hein. Effectivement, ça s'est prononcé pareil. Bon, qu'est-ce qu'on a à faire finalement, souvent, de cette petite variation qui ne gêne en rien la communication et qui afflige les écoliers pendant des années et des années, et que je crois que c'est qu'on devrait, c'est très bien d'étudier la sociolinguistique et les variations, mais aussi l'approche didactique de l'enseignement des langues. Quel est le statut de l'erreur dans les langues qu'on enseigne à l'école et quelles sont les priorités, si c'est vraiment faire des académiciens ou si c'est faire des locuteurs qui peuvent s'exprimer et apprendre. Oui. Ah bon, d'accord, je ne réponds pas alors. Hein? Oui, mais... Bonjour tout le monde. Ma question s'adresse à Pierre Fat. Peut-être que vous n'aviez pas terminé votre intervention tout à l'heure, mais j'avais une question quand vous avez parlé de domination de l'anglais dans le monde en ce moment-là. Bon, sans
sans être anglophone ou même anglophile, j'aime peut-être cette domination de l'anglais, au moins pour une raison, parce que peut-être que ça permettrait à tous les autres de vivre ou de faire l'expérience de ce que nous vivons en tant que, par exemple, ex-colonisés. Le rapport que nous y avions avec le français comme langue dominante par rapport à nos langues, si les autres vivaient la même chose, peut-être qu'ils comprendraient mieux notre mentalité. J'ai fait un peu l'expérience quand j'étais étudiant en France, au sud de la France, dans Montpellier, où dans les années 2000, avec le système Erasmus, on permettait aux étudiants français d'apprendre les langues régionales, par exemple l'occitan, etc. À Montpellier, c'était plutôt l'occitan. J'ai l'impression qu'on vivait la même chose. Ils nous disent, mais c'est vrai, nous sommes français, mais ce que je ressens dans ma langue, c'est au-delà de la langue française. Donc, du coup, dans notre faculté, à Paul Valéry, en tout cas les étudiants issus de l'Hérault, prenaient en masse l'occitan comme langue seconde, ainsi de suite. Parce que en fait, c'est le même sentiment que nous vivons, même si il ne s'agit pas d'être, comment dire, irrédentiste, d'être nationaliste ou quoi que ce soit, mais c'est de vivre au plus profond de soi ce sentiment-là que nous existons. Et je pense que la domination de l'anglais fait vivre aux autres là qu'ils ont besoin de leur langue pour pouvoir vivre. Parce que sans ça, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce que nous vivons. Ils pensent que nous sommes dans des questions d'irrédentisme, de nationalisme ou je ne sais quoi. Mais ils ne comprennent pas le sentiment, ce que nous vivons. Mais l'anglais les fait vivre cela. En ce moment, j'ai vu ce sentiment de peur et d'insécurité que vivent les Français, les Allemands, toutes les langues nationales européennes. Merci pour cette intervention. Pierre ? Je peux répondre ? Ou vous faites toutes les questions d'abord ? Non. Non, je voulais dire, dans ce cas, les Anglais, qui est-ce qui va leur donner ce sentiment de la colonisation ? Puisqu'ils n'apprennent aucune langue. Non, mais tu as entièrement raison pour cette question-là, mais il faut quand même noter qu'il y a énormément de Français qui parlent le français, comme moi, qui ne sont pas natifs. Hein. Donc moi, c'est la raison pour laquelle je suis venu travailler avec Ndiémé sur cette question de l'OPA, c'est que j'ai senti une sorte de situation commune entre ce que j'ai vécu moi dans mon enfance, avec la perte finalement dans ma vie, en 2 générations, de ma langue maternelle, et ce qui menace ici, pas ici, mais ce qui menace l'Afrique, c'est la perte de leur langue. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on a encore quelques décennies avant que ça arrive, mais si on ne fait rien, ça va arriver. Donc voilà, c'est ça. Mais cela dit, l'anglais, je comprends bien ce que tu dis à propos de nous faire relativiser notre position, c'est vrai, et ça c'est, mettons pour le français standard, comme par exemple Christian, qui lui ne parle que le français. Non, c'était juste une plaisanterie, voilà. Ok, merci, Elhadj. Voilà, c'est bon. Bien, permettez-moi de féliciter d'abord les différents intervenants pour leur contribution donc, autour de cette notion de plurilinguisme. Alors, très rapidement, à notre collègue Mariam Maïga d'abord, donc, qui a posé le problème, disons, la problématique de la traduction, d'accord, et qui est partie donc, de 2 langues principales africaines. Alors, sur le terme inadéquat, à un moment donné, vous avez parlé je pense au niveau des résultats, le terme inadéquat. Alors, moi, je ne partage pas ce point de vue-là. Et je pense que c'est l'erreur que nous, linguistes africains, faisons en vouloir, disons, en terminologie, partir de la langue source. C'est-à-dire on part, par exemple, du français pour créer un lexique équivalent. Alors, moi, je suis plutôt pour l'inverse. C'est vrai que parfois on est obligé parce que nous n'avons pas cette réalité-là, mais il faut partir d'abord de la pratique, c'est-à-dire dans la langue Hausa ou bien en Wolof, comment on l'exprime. D'abord, et à partir de là, ce que vous jugez inadéquat d'ailleurs, moi je pense que c'est plus adéquat parce que tout le reste c'est le travail du linguiste maintenant.
qui va, à partir de cette paraphrase-là, construire peut-être un syntagme qui pourrait désigner la chose. Parce que quand on dit système métrique, par exemple en français, mais c'est le résultat d'une paraphrase systémétrique. Donc c'est toute une idée qui a été condensée dans ce syntagme-là pour avoir justement un nom. C'est comme ça qu'on devait d'abord faire, commencer, partir de là, ensuite pour aller vers la comparaison. Ça c'est mon point de vue. Alors à Babacar Faye, d'accord, oui, moi je pense qu'il faut vous féliciter parce que c'est une problématique qui n'est pas tellement aussi développée chez nous en Afrique par rapport à la variation interne. Vous posez à la fois deux problèmes, à mon avis. Donc le premier, donc c'est un problème d'abord, disons, didactique. Parce que dans votre exposé, quand vous dites qu'il y a un apprenant qui a eu justement un problème qui a failli être stigmatisé, parce que tout simplement, on ne trouve pas le lexème qui est utilisé dans le répertoire donc langagé du milieu, c'est parce que en élaborant, donc je vais au deuxième problème, c'est-à-dire l'élaboration des manuels, on ne tient pas compte de la synonymie, par exemple, parce qu'il faut que l'enfant comprenne qu'il y a beaucoup de termes pour signifier cela, cela existe, sans parler aussi des niveaux de langue. Alors c'est tout cela qui fait que même si on utilise un autre terme qui n'est pas fréquent dans le milieu, donc c'est à l'apprenant justement d'aborder cette question-là, comme nous le faisons en français. Donc c'est pas que tel mot-là signifie de manière univoque ça, c'est fini, mais il y a beaucoup de synonymes. D'accord. Et ces mots-là sont connus et ils sont inconnus par d'autres également. Donc voilà pourquoi je disais que vous avez toujours deux problèmes. Un, donc, d'ordre matériel et d'autres d'ordre pédagogique. Alors j'aimerais aussi parler... On n'a plus beaucoup le temps en fait, je pense que... on prendra le temps, soit dans les conversations informelles, soit dans les couloirs ou au cours des... Un peu sur le vif. Alors, droit de réponse, rapidement. Une minute. Alors, Ousmane, ce que tu dis aurait été acceptable si on était en lexicologie, si on parlait des unités lexicales. Mais là, il s'agit de termes. Il s'agit de termes, donc c'est l'objet qui est dénommé. Il vient d'un travail de conceptualisation qui a déjà été fait. Par exemple, dans la réalité quotidienne de l'enfant, il peut parler de, je ne sais pas, de virage, de courbe, etc., etc. Ça, c'est le lexique pour parler, pour s'exprimer. Mais les termes doivent être des termes assez rigoureusement choisis parce que ces termes-là vont lui servir dans la communication au sein de la discipline avec les autres dans le domaine et dans les autres langues. Donc, ils sont inadéquats non pas parce qu'on a fait une traduction qui est malmenée, mais ils sont inadéquats parce qu'ils éloignent le locuteur des contenus dénommés. C'est la langue de spécialité, ce n'est pas la langue du quotidien. On va, excusez-moi, on va mettre un terme à la table ronde, puisque on court vraiment après le temps.